La question du désir et de la volonté est sans doute l'une des questions les plus importantes de notre existence. Parce que la plupart du temps, les gens les confondent, et même les philosophes d'ailleurs les confondent. Je veux dire par là que Schopenhauer, par exemple, on voit bien dans ses textes qu'il ne fait pas du tout la différence entre le désir et la volonté. Alors, premièrement, essayons de comprendre cette confusion avant d'essayer de comprendre ce qui les distingue et de finir par la mise en avant, la mise en exergue de l'importance de cette différence et de ce qu'elle nous apporte dans notre existence. Alors, premier temps, essayons de comprendre pourquoi le désir et la volonté ont souvent été confondus. La confusion du désir et de la volonté s'enracine sans doute dans le témoignage de la conscience, c'est-à-dire que lorsque nous nous auscultons nous-mêmes, lorsque nous faisons un peu réflexion, lorsque nous donnons audience à nos pensées, eh bien, il est clair que le désir et la volonté n'apparaissent pas complètement distingués, voire même ils passent assez facilement l'un pour l'autre, comme s'ils se ressemblaient, comme s'ils étaient habillés de la même façon. Et de fait, ils nous apparaissent comme un mouvement vers les choses. Voilà, lorsque nous sentons que nous désirons quelque chose, eh bien, nous prenons à avoir un mouvement vers cette chose pour essayer de nous l'approprier, pour essayer en tous les cas de nous en approcher, peut-être même de le circonscrire, si c'est un désir de connaissance, de le connaître, de l'approfondir, enfin en tous les cas, de nous en emparer d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec nos mains ou avec notre esprit, peu importe. Et donc, ce mouvement vers les choses, de fait, nous considérons qu'il relève d'une espèce d'appétit, voilà, de ce qu'avant, au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, on appelait un appétit. Voilà, j'ai de l'appétit pour cela, je sens qu'en moi, il y a quelque chose qui me pousse vers cette chose. Et ce mouvement vers les choses a longtemps été pris pour une volonté, puisque par définition, et depuis Aristote, en réalité, la volonté apparaît comme la cause du mouvement volontaire, c'est-à-dire qu'un corps qui n'est pas mu par autre chose, comme pourrait l'être par exemple, voilà, je prends un livre et c'est moi qui le déplace, et bien si c'est moi qui le déplace, le mouvement de ce livre est en réalité dû au mouvement de ma main, donc c'est bien ma main qui déplace le livre et non pas le livre qui se déplace tout seul. Et donc Aristote avait imaginé que de fait la volonté n'était rien d'autre que ce qui permettait à certains corps de se mouvoir par eux-mêmes. Et donc, de fait, si je vais vers quelque chose, que ce soit par mon corps pour m'en emparer ou que ce soit par mon esprit pour saisir ou comprendre quelque chose, il est clair que l'origine de ce mouvement n'est rien d'autre qu'en moi-même. Je ne le reçois pas de l'extérieur, mais je le produis par moi-même. Voilà, donc il y a une force qui permet à mon corps de se mouvoir vers les choses. Cette force, Aristote l'avait nommée la volonté. C'est pourquoi le désir et la volonté, du point de vue de notre conscience, se confondent et se prennent assez facilement l'un pour l'autre. Alors maintenant, essayons de les séparer. Qu'est-ce qui pourrait distinguer le désir et la volonté et comment pourrais-je procéder par moi-même à cette distinction? Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui est absolument fondamental et dont il va falloir prendre conscience. C'est que finalement, ce mouvement qui me pousse vers les choses, eh bien, je peux l'entreprendre de deux façons absolument distinctes. Je peux me laisser porter par ce mouvement et me dire évidemment, tiens, je sens que je mangerais bien un morceau de chocolat, donc voilà, c'est un désir comme un autre, je vais vers la tablette de chocolat, j'en prends un morceau, un petit ou un gros, et puis je le mange, voilà. Ça, c'est une première façon de procéder. Et puis l'autre façon de procéder serait justement de dire, ok, je ne vais pas seulement me contenter de me laisser porter par quelque chose et par un mouvement que je sens en moi, je vais au contraire m'engager à le faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais dire, ok, je m'engage à faire cela. Et je le dis. C'est-à-dire que j'entre dans ce que la belle langue française que nous parlons a déposé dans un verbe absolument formidable dont nous n'avons pas fini d'explorer la pertinence et la profondeur, c'est le verbe promettre. Je peux me promettre ou promettre à quelqu'un de faire quelque chose. Eh bien, je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument différent qui permet de distinguer radicalement le désir et la volonté, parce que fondamentalement, je n'ai pas besoin de promettre quoi que ce soit
pour entreprendre d'aller vers les choses. Je n'ai qu'à me laisser porter. Et donc, si à l'inverse, je m'engage à faire quelque chose, eh bien, je crois qu'il faut essayer de mesurer ce que change cet engagement. Et c'est à travers la mesure de ce que change cet engagement que je peux peut-être faire une différence radicale et même cruciale entre le désir et la volonté. Or, que change fondamentalement cet engagement que je prends à faire quelque chose à travers une promesse? Eh bien, ça change d'une façon radicale le mouvement que j'ai vers les choses. Parce que ce que je dis en promettant de faire quelque chose, c'est que justement, je ne le ferai plus seulement parce que je le désire, mais je le ferai parce que j'ai dit que je le ferai. En d'autres termes, j'ai pris l'engagement de le faire. Et cet engagement, en réalité, ce qui le distingue du désir, c'est que cet engagement sera maintenu quand bien même je n'aurai plus envie de le faire. En d'autres termes, si j'ai envie d'aller voir un ami ce soir quelque part à l'hôpital parce qu'il est malheureusement pour lui blessé, eh bien je peux me dire oh, bah, j'ai envie d'y aller, j'irai ou j'irai pas, je verrai bien parce que j'ai envie d'y aller maintenant, mais si ça se trouve ce soir je serai fatigué ou j'aurai autre chose à faire et donc je céderai à mon nouveau désir et je n'irai donc pas le voir ou je repousserai ma visite au lendemain. Mais si je promets à mon ami d'aller le voir, alors là les choses sont radicalement différentes. Si je promets d'aller le voir, alors il n'est plus question que je me laisse porter par mon désir d'y aller ou de pas d'y aller. J'ai promis d'y aller, j'y vais, un point, c'est tout. Que j'ai envie d'y aller ou pas, en réalité, ça ne change pas tellement le débat. Je m'engage à faire quelque chose et je mets un point d'honneur à le réaliser. En d'autres termes, cela veut dire précisément que mon mouvement vers les choses, mon mouvement vers mon ami, pour prolonger cet exemple que je viens de prendre, eh bien, en réalité, ce mouvement dépend cette fois de ma volonté, il dépend cette fois de la parole que je lui ai donnée, de l'engagement que j'ai pris, et non pas seulement de mon désir. Donc, ce surgissement de la parole qui, en réalité, vient cette fois porter mon mouvement, c'est plus tout à fait la même chose que ce mouvement intérieur, cette espèce de conscience, cet appétit que je sentais vers les choses. En d'autres termes, ce qui permet de distinguer radicalement le désir et la volonté, c'est que de fait, le désir semble bien dépendre et se confondre ou être la même chose qu'un appétit, mais la volonté, elle, n'est plus tout à fait la même chose, puisque la volonté, elle, renvoie directement à une parole donnée. Donc c'est l'appétit que je sens en moi qui me meut de l'intérieur, ou c'est la parole que j'ai donnée et que j'ai décidé de donner, parce que cette parole, évidemment, personne ne m'a obligé à la donner, c'est moi qui l'ai donnée. Eh bien, nous finirons en essayant d'explorer cette innovation, cette nouveauté radicale qui surgit dans notre existence. Finissons donc en essayant de cerner ce que change dans notre existence cette promesse que nous pouvons donner. Eh bien, je crois que la première chose dont il faut prendre conscience, c'est que la parole donnée vient en réalité rompre le fil même de notre existence. C'est-à-dire que notre conscience est un flux continu, indéniablement, comme le disent parfois les philosophes. Voilà, un flux d'images, d'impressions, de tout ce qu'on voudra. Et puis ce flux ne s'arrête pas, ce flux ne change pas d'orientation, ce flux finalement, j'en suis le témoin, voilà, c'est comme un écran de cinéma sur lequel il se passe continuellement quelque chose, et quand je m'endors, évidemment, le film s'arrête ou l'image disparaît, le film ne s'arrête pas, mais l'image disparaît à ma conscience, et puis elle réapparaît quand je me réveille, voilà. Mais en réalité, la parole vient rompre ça. Il y a dans cette parole donnée, comme tout d'un coup le surgissement en réalité d'une volonté qui s'affirme. En réalité, la volonté n'existe pas en dehors de la parole donnée. C'est pour ça qu'on la confond. Tant que la parole n'est pas donnée, on la confond facilement avec le désir. Mais dès que la parole surgit, dès que je m'engage à faire quelque chose, dès que je promets de faire quelque chose, eh bien à ce moment-là, ma temporalité, en fait, se brise en deux. Il y a le temps d'avant la parole et le temps d'après la parole. Et ce qui permet de comprendre que cette temporalité se brise en deux, eh bien, en réalité, c'est que sans doute, le flux de ma conscience est intrinsèquement attaché à ma mémoire et aux images de ma mémoire qui repassent sans arrêt comme un film devant mes yeux. Mais dès que la parole est donnée, il y a une rupture parce que ce qui habite à ce moment-là ma conscience et ce qui me permet de penser ma temporalité, c'est pas le passé, c'est au contraire l'avenir. En réalité, c'est comme si cette parole donnée, elle procédait au renversement en moi-même de la marche du temps.
mon temps, mon présent ne s'écoule plus à partir du passé, mon présent s'écoule à partir de l'avenir. Comme si en réalité je passais d'une propulsion arrière à une traction avant. Voilà, c'est le point de rendez-vous que j'ai donné dans mon avenir qui en réalité m'attire. Voilà, l'attraction que je subis, elle vient de mon futur et non plus une poussée de mon passé. Et ça, je crois que ce renversement de la marche du temps a une conséquence absolument considérable sur notre existence. Et cette conséquence, je ne vais pas tarder à la nommer, je ne vais pas faire languir qui que ce soit, cette conséquence signifie en réalité que tout d'un coup, nous devenons enfin libres. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous trouvons libérés de toutes les influences passées qui s'exercent sur notre conscience et qui nourrissent finalement notre appétit, c'est-à-dire qui nourrissent notre désir. Nous sommes en réalité manipulés dans notre désir par tout notre passé. Mais tout d'un coup, lorsque je procède à cette rupture de ma temporalité, que je décide que ma temporalité, mon présent s'écoulera à partir de mon avenir, à ce moment-là, je ne subis plus l'influence de mon passé, je subis l'influence de mon avenir. Et c'est bien dans ce renversement de la temporalité que se joue ma liberté. C'est-à-dire qu'en réalité, par la promesse, je peux enfin dire que je suis libre, et je sais pourquoi je suis libre. Et je vais retrouver là une phrase formidable qui est dans la bouche de tout le monde. Je peux dire que je suis libre parce que enfin je fais ce que je veux. Eh bien, je crois qu'il faut de fait définir la liberté comme le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais à condition de bien distinguer le désir et la volonté. Faire ce que l'on veut, ce n'est pas faire ce que l'on désire. Et en réalité, lorsque je fais ce que je veux, seulement là, je suis libre. Sinon, je suis bien évidemment conditionné par tout mon passé. Voilà, donc je crois que cette promesse, la capacité qui nous est donnée parce que nous parlons, et non pas seulement parce que nous avons une conscience et que nous pouvons engager notre existence sur une parole, eh bien je crois que la liberté se joue là, et dans ce renversement de la temporalité que cette parole donnée vient offrir à mon existence. C'est comme si tout d'un coup, il y avait celui que j'étais avant, mu par ses désirs, et celui que tout d'un coup, je décide d'être parce que je donne cette parole. Il y a là quand même quelque chose d'absolument phénoménal, et nous devrions tous nous émerveiller devant ce pouvoir qu'a l'être humain de décider de ce qu'il est. C'est formidable.